Alors la conférence sur l'hybridation du retail va pas tarder à commencer si vous êtes intéressé. Et je vais remercier nos intervenants et puis aussi le public pour être présent à cette heure-ci après le déjeuner. De la gauche vers la droite, vous avez Sandrine Ramakers qui est directrice du marketing de Top Office. Top Office, c'est un fournisseur de matériel de bureau et d'informatique à destination des professionnels et des particuliers. 36 magasins en France et bien sûr un site e-commerce. J'ai bon là? Ok, super. Alors, juste après, David Legrand, vous êtes directeur général du groupe Corben. C'est une filiale du groupe Beaumanoir et vous avez initialisé et piloté la stratégie digitale, CRM et e-commerce du groupe Beaumanoir pour l'ensemble de ses marques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Beaumanoir, quand je vais vous donner les marques, vous allez dire « Ah mais oui, mais c'est bien sûr ». Et donc, Beaumanoir, c'est notamment Cache-Cache, Bonobo, Morgan, La City, Bréal, Scottage, etc. Donc, ça ne fait que 1500 magasins en France, 2800 dans le monde et 14 000 employés, donc une petite structure. À sa droite aussi, une toute petite structure. Je vous présente Joël Plat, qui est professionnel du retail, qui a exercé des fonctions de direction commerciale et marketing pour des marques de renom. Jardiland, Chris et Apple, et il exerce aujourd'hui la fonction de market leader Apple Retail et pourra nous parler évidemment de l'expérience et de la petite marque à la pomme. À sa droite, Régine Van Hems, docteur en sciences de gestion, professeur des universités à Lyon, à la Sorbonne et associée à l'Observatoire du Cross-Canal et du commerce connecté. Donc, comme vous l'avez deviné, spécialisé dans le domaine de la distribution, du comportement consommateur et du cross-canal. Et pour terminer, Caroline Fayet, co-dirigeante du cabinet de conseil Bolero, spécialiste de la collecte et de l'analyse des datas issues du web, destinée à l'élaboration et au pilotage des stratégies digitales. Et de ce fait, vous intervenez très en amont du parcours client au profit des marques. Vous parlez de stratégie web marketing, réseaux sociaux, data-driven stratégie ou transformation digitale. Est-ce que tout le monde est content de sa présentation? Je n'ai rien oublié? Alors c'est super, on va pouvoir commencer. Alors un petit point d'étape sur le déroulement de cette conférence. Après une petite introduction, on va essayer de vous parler du parcours client, du cross-canal et évidemment de l'expérience client. Et en conclusion, on vous parlera un petit peu du futur. Alors, évidemment, aujourd'hui, en introduction de ce débat, online, offline, digital est désormais présent tout au long du parcours d'achat. Et donc, on sait que 9% des achats du commerce de détail aujourd'hui hors alimentaire est fait en e-commerce. Ça représente la modique somme de 57 milliards d'euros. Avec une progression de plus 11% entre 2013 et 2014. Mais, à contrario, ça veut dire que 90% des achats du commerce de détail continuent à se faire en commerce physique. Et pourtant, on a vu que les usages des Français évoluaient. 61% des Français ont acheté en ligne en 2014. 88% des Français se renseignent sur le web avant de réaliser leurs achats ou de se rendre en magasin. Et 32% vont acheter un article sur Internet dès qu'ils ne trouvent pas les articles dans les rayons. Et puis, on ne pourrait pas parler de nouveaux usages sans parler évidemment de la connexion dans les foyers. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 5 objets qui sont connectés par foyer et 55% des Français sont aujourd'hui équipés d'un smartphone. Alors évidemment, tout ça va avoir une incidence sur l'ensemble de notre conférence. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par une première question introductive sur le parcours client et je vais vous demander, quid, qu'est-ce que le parcours client? Qui veut répondre à cette première question? Ah bah, tout le monde se bouscule. David, je vous sens en forme. Le parcours client, dans la mode ou en général? Alors parlons en général et après on pourra spécialiser sur la mode si vous le voulez. On peut demander au chien aussi de participer au débat s'il veut. Il n'a pas de cravate, on peut pas. Le parcours client. Alors le parcours client, si on m'avait posé la question il y a 4 ans, je vous aurais dit finalement c'est la meilleure façon que le consommateur trouve
et adopte pour trouver le produit qui lui convient. C'était pour moi ce qui me concerne dans une logique excessivement simple qui était 2 canaux, 2 médias, le magasin, premier média historique et depuis il y a 4 ans le web. En l'espace de 4 ans, ça a complètement basculé. Je peux même plus dire que ça commence en magasin, ça commence sur le web et ça se termine en magasin. C'est complètement mélangé. Ça se fait de manière assez erratique en fonction de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de ce qu'on a à raconter. Surtout quand typiquement pour Cache-Cache, un garçon comme Matt Pokora s'amuse à raconter ce qu'il fait avec la marque Cache-Cache. Donc aujourd'hui le parcours, c'est juste ce qui nous occupe au quotidien et qu'on essaye de décortiquer pour en tirer pas des généralités, mais tout au moins des axes qui nous permettent de changer la façon dont on conçoit le produit, dont on conçoit le commerce, dont on conçoit la relation avec le consommateur. Globalement, c'est ce qui fait qu'une entreprise aujourd'hui arrive à s'en sortir. Le parcours, si on le comprend, on s'en sort à peu près. Sinon, c'est plus compliqué. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le parcours client? Caroline? Oui, en complément, puisque nous, notre travail chez Bolero, c'est justement d'arriver à modéliser ces parcours clients. Le parcours client, aujourd'hui, c'est l'outil de travail du marketeur après le marketing mix, où on travaillait vraiment sur 4 axes, le prix, le produit, l'emplacement et les leviers de promotion. Aujourd'hui, c'est sur le parcours client qu'il va falloir travailler. Et un parcours client, c'est en fait finalement un ensemble de points de contact avec le prospect. On a tendance à parler du client, et quand on parle du parcours client digital, par exemple, on a tendance à penser que au parcours au sein de l'écosystème, alors qu'il commence beaucoup plus en amont. Il commence dès l'instant où le prospect, il prend son téléphone, où il prend son ordinateur et il commence à faire quelque chose. Alors un ensemble d'actions qu'il faut justement arriver à décortiquer, à comprendre. Et pour cela, les données nous permettent de bien identifier ces points de contact, les hiérarchiser aussi, puisqu'en fait, en fonction de la sollicitation de ces points de contact à travers les big data, on arrive à voir l'ordre d'importance de ces différents points de contact et du coup à modéliser ce qui se passe. Donc pour moi, c'est ça, c'est un ensemble de points de contact qui amène après à une décision, mais aussi peut-être à une opinion sur un produit et qui va enclencher une vente en magasin, pas forcément sur Internet. Mais la réputation du produit sera importante alors à ce moment-là. La modélisation du parcours client aujourd'hui, David Legrand, vous la pratiquez ou comment ça se passe? Franchement, on commence à la pratiquer. C'est pas quelque chose de naturel quand pendant des années le seul média c'était le magasin. C'est vraiment les tout débuts de la modélisation. Et en prime, c'est ce qui se trace bien, c'est ce qui est transactionnel. Or, ce qui est transactionnel, c'est fait, ça nous intéresse finalement assez peu. Oui, dans le cadre de la fidélisation, dans le cadre de l'analyse comportementale, oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier le parcours du non-achat. C'est-à-dire le prospect qui restera prospect, ou le client qui se désactive et qui vient vous voir et qui finalement se désengage. Et là, c'est très très compliqué. Et là, on ne fait pas l'économie d'essayer de mettre en place des stratégies avec du mobile, avec de l'application, mais même c'est réellement le plus difficile. Ce matin, on était sur un événement qui parlait de RFID. C'est sûr que si on pouvait tracer tous les consommateurs avec un tag RFID, ça serait vachement plus simple. Sur la fesse gauche. Voilà. Et ce mix aujourd'hui d'offline versus online, instantanément, je veux dire, ma voisine de palier, franchement, je ne sais pas grand-chose d'elle. En revanche, des comportements similaires, on arrive à en déceler au travers de populations. On fait, alors j'ai pas la prétention de dire qu'on fait de la big data, on fait de l'analyse comportementale, on arrive à croiser quelques informations, on commence à mieux comprendre ce qu'il faut raconter et surtout quoi expliquer aux catégories managers, quoi expliquer aux commerçants qui ont à gérer des réseaux de distribution, parce que tout ça, ça leur paraît excessivement abstrait. Tout ce qu'on fait là, tous nos métiers n'ont de sens que si on arrive à traduire ça en termes d'action pour le commerce, en termes d'action pour la création de produits, pour la création de valeur. D'accord. D'autres allez-y. Oui, vous
pour compléter sur le parcours client, tout ce qu'on se dit transite essentiellement autour de la donnée et d'avoir la modélisation profitable du parcours. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est pourquoi on crée un parcours client et quel est l'avantage et le bénéfice. Derrière tout ça, il faut juste avoir en tête que quelque parcours client que vous allez mettre en place, quel qu'il soit, il doit être fluide. Donc ça veut dire qu'il se répond de n'importe quel point de contact, que ce soit en magasin, que ce soit sur tous les réseaux sociaux ou autres. Pensez à la fluidité, pensez à la simplicité, à la proximité. On reparlait un peu de l'éloignement qu'on peut avoir derrière nos tablettes, derrière nos bornes ou derrière nos ordinateurs. La proximité, elle se travaille aussi. Elle se travaille par la force de vente et l'ouverture que vous aurez sur votre point de vente. Elle se travaille par l'échange relationnel que vous allez avoir avec chacun de vos clients, le bénéfice de l'analyse de la data. Et surtout, il faut que ce soit tentateur, il faut que ce soit séducteur. Donc votre parcours client, il faut qu'il ait un merch sexy en magasin, il faut qu'il ait un merch qui se réponde, qui soit sexy sur tous les canaux de contact que vous ayez avec la marque. Ne perdons pas ça de vue, parce que sinon on va vite mettre plein de technologies en place ou de nouvelles techniques, et derrière le client il va se retrouver nulle part parce qu'aucune sensibilité, aucune humanisation et aucune transposition des valeurs de la marque. Enfin, ça c'est mon point de vigilance. J'ai un petit peu sectorisé le débat, mais effectivement, ce qui sous-tend ce que vous venez de nous dire, c'est la notion d'expérience client, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais effectivement, il y a un vrai lien. Et précisément bonjour à tous. Précisément pour rebondir sur ce point, effectivement, le parcours client, ça peut donner l'image de quelque chose d'encyclopédique, de technique, d'universel, de définitif. Et vous avez dit les parcours clients. Et en effet, je partage tout à fait l'enjeu émotionnel du parcours client d'une part, et la nécessaire adaptation qu'il faut avoir, à un moment de la semaine différent, à un moment de l'année différent quand c'est Noël, avec un produit différent en fonction d'une circonstance. Quelles sont mes équipes en scène dans le magasin? Quelle est la typologie de mes clients? Donc je pense qu'il n'y a pas un parcours client, mais des parcours clients. Et en effet, je suis parfaitement d'accord sur l'enjeu émotionnel pour faire oublier totalement l'enjeu technique et data du sujet. Ça vaut également sur le online, parce qu'on est aussi maître finalement de sa vitrine online qu'on l'est en magasin. C'est une scène à mettre en scène précisément et à déployer chaque jour renouvelé, vraisemblablement. D'accord. Alors, je rajouterais sur l'enjeu du parcours client, c'est qu'aujourd'hui 80% des gens qui changent de canaux changent d'enseigne. Ça veut dire que quand votre canal ne donne pas satisfaction, qu'ils partent sur un autre canal, ils vont changer d'enseigne également. Donc l'importance effectivement de satisfaire ce client sur son parcours est extrêmement important. Par ailleurs, effectivement, la fluidité entre les points de contact et l'enrichissement de ces points de contact constitue quelque chose d'extrêmement important. Mais moi, ce qui me semble aussi extrêmement important, dont on parle peu, c'est que le fait d'avoir été sur un point de contact va transformer les attentes de ce même client lorsqu'il ira sur un autre point de contact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir en matière de recherche pour se dire comment les attentes du client sont-elles modifiées quand il a déjà eu un contact avec un call center, lorsqu'il a déjà eu un contact en magasin, lorsqu'il va sur le site internet d'une enseigne. Donc ça veut dire que tout ça évolue de manière très très dynamique et les points de contact évoluent ensemble. D'accord. Caroline, je crois que vous aviez un exemple à nous donner sur une initialisation de parcours client dans le domaine du digital. Un client, par exemple, qui est en ligne, comment il va préparer son achat et là, vous êtes à même de pouvoir nous donner un petit peu des éléments. Oui, j'ai un exemple qui va permettre de rebondir sur ce que vous disiez sur la somme des influences que va subir le prospect, en fait, et qui va faire qu'à la fin, il prend cette décision ou il a cette opinion. Donc il y a effectivement un effet cumulatif des différents points de contact. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est une modélisation de parcours client qu'on a faite pour une grande enseigne de bricolage. Le bricolage est intéressant comme secteur parce que finalement il y a peu de ventes en ligne. Vous sortez l'outillage, mais tout ce qui est porte-fenêtre, isolant, plaques de plâtre, etc., c'est pas vendu sur Internet. En revanche, c'est un des 3 secteurs les plus dynamiques en termes de discussion sur le web. Du coup, il y a quand même de la préparation de l'achat en ligne, donc c'est intéressant. Ce qu'on a pu voir, c'est que l'internaute, donc, qui prépare son achat, commençait par une recherche d'informations, plutôt orientée produit, majoritairement sur Google, évidemment, et que là, on a une pression AdWords très forte qui va justement renforcer le parcours client orienté produit. Et des pages d'atterrissage après sur les sites marchands qui sont assez déceptives, dans le sens où le client, il est en train de préparer son chantier et le fait de lui répondre du produit par de la fiche produit, ça ne correspond pas à son besoin.
Donc effectivement, là, il va changer de canal et il va se rendre sur les forums de discussion qui sont le lieu de la prescription produits et solutions sur le secteur du bricolage. Sur ces forums, en fait, il va entrer en contact avec des leaders d'opinion avec qui il va confronter son projet. Et là, ce qu'on constate dans les conversations des internautes, c'est qu'il y a une rupture de navigation où il va aller aussi dans le offline. Donc, il va quitter le digital pour aller parler à son beau-frère ou à son vendeur de GSB pour lui demander son avis, la même logique que ce qu'il fait sur les forums en confrontant son projet avec quelqu'un qui fait autorité. Là, il y a soit concrétisation de l'achat en magasin, soit on a une partie qui continue son enquête sur les forums, qui va comparer les devis, les avis sur les enseignes, etc. Et enfin, on a le point de contact plateforme vidéo où là, l'internaute va consulter des tutoriels de pause. Je vous raconte tout ça parce que là, on parlait tout à l'heure de point de contact, donc il y a bien un séquençage comme ça des outils, mais effectivement, il est le cas pour des internautes qui sont très impliqués dans leur projet, plutôt d'une approche rationnelle, mais on va avoir des internautes, donc un autre profil de communauté qui, lui, elle va avoir un parcours beaucoup plus émotionnel, où là, son choix de matériaux, il va le faire en fonction de l'air du temps, des produits qui lui paraissent écologiques, des produits qui lui paraissent tendance. Et là, on aura un tout autre type de point de contact que je ne vais pas vous détailler parce que ce sera un peu long, mais ça me permettait de justement rebondir sur ce qui a été dit. Le fait d'identifier les points de contact à partir des données, c'est pas pour autant qu'on enlève du sens et on enlève de l'émotion dans ce qui est transmis. Après, c'est dans le contenu qu'on véhicule sur ces points de contact qu'il va falloir répondre aux attentes de la cible en question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'évolution dans le parcours client? Est-ce que par rapport à ce qui a été initialisé, par exemple, je pensais à vous, David, quand vous avez monté les sites e-commerce de marque, vous avez peut-être pensé à un parcours typique client. Et aujourd'hui, est-ce que ce modèle a évolué ou devrait évoluer, va évoluer? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, en fait, quand on est retailer et qu'on adresse le mass market, on regarde autour de soi ce que la concurrence fait et naturellement, on est allé plutôt regarder ce que les VTCistes opéraient et les fonctionnalités de livraison sur des points relais, ce genre de choses. Et très vite, dès 2007, on s'est dit, tiens, on va utiliser nos magasins, on en a un grand nombre, et on va essayer de renvoyer tous ces consommateurs que l'on sait pas fondamentalement adeptes du passage en magasin, hein, ils aiment bien être tranquillement chez eux, on va essayer de les pousser à aller en magasin. Ça a plutôt bien marché puisque c'est aujourd'hui encore 50% du flux d'achat sur le net qui passe en magasin, sans même avoir activé la e-réservation. La e-réservation a encore accru le phénomène et quelque part nous a permis de doubler notre volume de business sur le canal. Ça c'était l'approche à l'époque où on voyait finalement ça comme un canal. Quand ensuite on s'est dit mais le taux de transfo, ok, il est excessivement bas, au mieux quand on se bat pendant les soldes on est à 2,5%, et si on regardait les 97% qui sont à côté et qu'on n'arrive pas à exploiter. Et là très vite on s'est rendu compte que cette population, elle était juste en train de préparer ses achats, elle était juste en train d'évaluer ce qu'on proposait en termes de mode, en termes d'inspiration. Et là, on s'est rendu compte que finalement, et c'est aujourd'hui les dernières stats qu'on a, nous, en interne, c'est 80% des consommateurs qui passent dans nos magasins et qui, avant, ont identifié le produit. Et d'ailleurs, on le voit tout simplement parce qu'ils consultent les stocks des magasins. Et ils ne se pointeront en magasin ou ils n'iront dans le magasin que si la pièce est disponible. Et ensuite, on s'est rendu compte que les meilleurs d'entre eux étaient ceux qui étaient multicanaux. Et globalement, la valeur est plus que doublée quand on a la chance d'avoir un consommateur en face de nous qui achète et à la fois sur le web et également en magasin. Et là, encore une fois, question de fluidité, on est d'accord. Il faut expliquer aux équipes en magasin qui portent la marque, ce sont les premiers ambassadeurs, que c'est une opportunité, c'est une chance, et que cette consommatrice qui vient chercher finalement son produit de manière un peu rapide et qui ne passera pas en cabine, il faut la respecter autant qu'une qui va prendre 3 pièces, passer en cabine et finalement peut-être ressortir et ne rien acheter. Donc oui, la découverte de ce processus, elle s'est fait avec le temps. Aujourd'hui, elle est excessivement
elle est excessivement violente parce que en parallèle, et je regarde mon voisin, les produits technologiques ont complètement phagocyté le budget des ménages. Entre les fournisseurs d'accès et les... Le bonheur des uns, le malheur des autres. Et les commercialisateurs de technologie font qu'aujourd'hui, c'est avéré depuis plus de 5 ans maintenant, les trafics en magasin se cassent la figure. Sans tomber dans ce qu'on connaît dans la mode beauté bien-être, si dans la salle il y avait des gens d'Yves Rocher ou de Sephora, je pense qu'ils pourraient le confirmer, mais aujourd'hui le trafic dans nos magasins, c'est un trafic assisté, qu'on va chercher soit en acquisition de trafic à destination du web, à destination des sites marchands, ou via du CRM, du marketing direct. Et aujourd'hui, la part de trafic naturel, elle représente franchement plus grand-chose, mais vraiment plus grand-chose. Et il est à craindre que sous peu, soit on en fait des showrooms, hein, tout le monde en parle, mais je pense que c'est vraiment pas une blague, hein, ça va devenir des lieux de service, ça va devenir des lieux d'expérience. Tous les magasins trop petits soit deviendront des showrooms, soit vont être transformés en confiserie ou en je ne sais quoi. Mais finalement, le véritable changement, c'est que naturellement, on ne se déplace plus par hasard. Voilà. Donc effectivement, dans le phénomène cross-canal, on s'aperçoit que les clients sont des aficionados du click and collect, et aussi il y a une notion qui les intéresse énormément, c'est la e-réservation, le fait de ne pas se déplacer au magasin pour rien, de pouvoir effectivement visualiser l'état du stock avant de se déplacer en magasin. Et dans je dirais, les phénomènes cross-canaux qui sont plébiscités par les clients et les consommateurs, le click and collect et le fait de pouvoir effectivement consulter ce stock avant de venir devient vraiment très important. Ils sont devenus deux facteurs différenciants du cross-canal. Alors justement, on va rebondir un peu sur le cross-canal, à moins que quelqu'un voulait rebondir, mais de toute façon on va développer sur l'expérience client, et je pense à vous, Joël. Aujourd'hui, on a effectivement des usages à Tawad. Vous savez tous que à Tawad, c'est anytime, anywhere, any device. Les clients veulent effectivement tout et tout de suite, et se servent de tous les éléments et les objets connectés à leur disposition pour pouvoir le faire. Le mobile en magasin aussi est utilisé, 64% des consommateurs l'utilisent. Et puis l'influence aussi des réseaux sociaux qui influencent pour 39% les achats. Alors Joël, justement, on a parlé de l'importance de ce phénomène de cross-canal. Donc comment ça a transformé le comportement de vos clients et notamment en magasin? Alors, pour rebondir sur le point, en effet, les technologies permettent l'ensemble de nos métiers, donc on s'en réjouit tous, je suppose, mais également à nos clients. Et pour rebondir également sur la question suivante et répondre à la question, bien sûr, je pense que l'expérience client s'est élargie. Elle s'est élargie dans un mode repérage, en effet, et elle s'est élargie dans l'enjeu de la réassurance, de la, comment dirais-je, de la gestion de la dissonance cognitive dont on parlait il y a une vingtaine d'années après l'acte d'achat. C'est est-ce que j'ai bien acheté? Est-ce que j'ai eu raison d'acheter? J'ai besoin d'être rassuré? Ou tout simplement j'ai besoin d'un service après-vente? Finalement j'ai besoin d'un ourlet, ou j'ai besoin de faire réparer ou d'apprendre à me servir de mon appareil, ou d'assembler, peut-être de mieux marier mon vêtement. Donc pour répondre à la question, l'expérience s'est allongée, je pense, enrichie. Et puis effectivement, dans nos magasins, on constate que les clients viennent, et c'est une vraie problématique, enfin en tout cas une vraie opportunité, ils savent à l'avance. Ils ne sont plus en mode de découverte, ils sont en mode de confirmation de quelque chose qu'ils ont déjà découvert, qu'ils ont effectivement déjà évalué ailleurs. Donc ça change sensiblement notre approche commerciale, notre profil. On n'est plus nous les techniciens, quel que soit d'ailleurs notre domaine d'activité. On est plutôt là on est des ambassadeurs. On est là pour rassurer le client, pour les intégrer dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, et pourquoi pas les faire concrétiser, acheter pour l'aspect transactionnel, ou bien dans le cas d'un Apple Store, ou comme sur un site e-commerce d'ailleurs, pour les fidéliser, et ils achèteront plus tard. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais la typologie des clients a beaucoup changé. Alors je ne parle pas d'une mamie qui n'a jamais acheté sur Internet, ou dont c'est la première visite dans un de nos magasins, quel qu'il soit.
mais je parle de nos millennials, de nos clients qui sont aguerris, érudits et qui connaissent bien l'achat en et offline. D'accord. Oui, Régine. Je rajouterais bien qu'au-delà de typologies de consommateurs qui vont avoir des trajectoires différentes, je pense qu'on est tous aussi des gens différents en fonction du moment de la semaine, du moment de la journée, et qu'en réalité une même personne pourra avoir des trajectoires différentes, et c'est la difficulté qu'on a, c'est que dans un point de vente, il doit y avoir plusieurs grilles de lecture. D'une part, être capable d'accueillir rapidement quelqu'un qui a préparé son achat sur Internet, c'est qu'il veut aller vite en magasin, et sans citer personne, quand je vois les queues qu'il y a dans les files d'attente, au point retrait de certains magasins, je me dis que la fluidité elle n'est pas gagnée. Donc il y a des gens qui à certains moments on va avoir envie d'aller vite et dans ces cas-là on recherche de la rapidité puisque l'internet a très largement modifié les comportements de déambulation et les comportements du chaland en point de vente. Et puis il y a d'autres moments où c'est l'inverse, hein. À la limite on va aller au point de vente juste pour vivre une expérience, une émotion, et dans ces cas-là toute la théâtralisation, toute la mise en scène qui va être offerte au consommateur va faire vivre une expérience mémorable au consommateur dont il se souviendra pour aller vivre, pour revenir à la fois sur le site internet de la marque et à la fois sur le magasin de la marque. Et je crois que la problématique, et les auteurs américains le disent bien, il y a un article qui doit paraître très prochainement par les spécialistes américains du cross-canal, nous dit donc en juin 2015, demain on va travailler sur la marque et comment l'expérience multipoint de contact va impacter la marque ou l'enseigne. Et je crois que ça c'est quelque chose de fondamental. Moi j'ai l'impression qu'à travers ces points de contact, il arrive que l'on appauvrisse la marque ou que les points de contact ne se parlent pas entre eux. Et du fait, ça vous est tous, alors ça c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, j'ai tapé sur internet, je n'ai pas trouvé. Moi je suis très souvent irritée quand je fais mes courses. Et avant je n'étais pas irritée, je ne suis pas quelqu'un d'irritable facilement. Et depuis qu'il y a internet, c'est amusant, je suis irritée. Alors je me pose la question, le cross-canal ou l'omnicanalité aurait-elle généré des zones nouvelles d'irritabilité chez le chaland? Je suis en train de travailler là-dessus et je pense que très clairement, on a du boulot. Alors justement, là, ça recoupe un petit peu ma question, mais en fait, moi j'avais une question d'ordre généraliste qui m'est venue tard dans la nuit. C'était du style, est-ce que ce sont les marques et les retailers notamment qui ont changé le comportement des consommateurs? Ou est-ce que c'est justement le shopper, lui, qui est à l'origine de l'évolution du retail et de cette hybridation? Qui veut répondre à ça? Sandrine? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Fondamentalement, c'est nos systèmes d'information et de communication qui font évoluer les modes de société. On le voit là, on parle forcément consommation, mais on le voit, un autre exemple, dans les systèmes d'éducation. On se rend compte qu'aujourd'hui, les systèmes d'éducation classiques tels qu'ils existent arrivent à leurs limites, parce qu'on parlait des équipes de vente qui sont souvent moins bien formées ou moins bien informées que le client qui vient lui-même chercher le produit. Il en va demain de même pour les étudiants qui auront accès à une source d'information hautement plus intense et plus complémentaire que peut-être le prof qui est en train de leur faire cours. Donc l'évolution ne vient ni du retail, à mon avis, ni du shopper. Ça vient déjà, on l'a vu, hein, les évolutions de société de consommation. Hein, la première révolution industrielle, on l'a vécu. La deuxième aussi. La troisième, elle vient aussi, et elle est inspirée par l'évolution de nos systèmes d'information et de communication. Première chose. Donc ce qu'il faut avoir en tête, principalement, je pense, c'est quelles sont les évolutions des usages de nos clients. Et en fonction de ça, on peut être à même de leur apporter la meilleure réponse qui leur appartienne. On parle de typologie de clients, on parle de spécificité produit adaptée à un besoin de client, certes, mais n'oublions pas ce point qui est quand même important et structurant dans l'approche qu'on peut avoir en relationnel avec nos clients. Donc l'un et l'autre après vont s'adapter, le shopper va s'adapter au retail, le retail va s'adapter au shopper, mais au-delà de ça, il faut vraiment continuer à garder l'évolution des usages qui va continuer. Oui, les usages. Les usages surtout. J'ai eu un exemple il y a quelques années où c'était la folie, où il fallait mettre des bornes partout en magasin. Ok. Et j'ai accompagné des clients qui ont installé des bornes partout en magasin. Verdict. Ils doivent être contents aujourd'hui. Je crois que sur je citerai la marque, mais sur un point de vente, je pense qu'ils avaient installé un peu plus de 150 bornes dans les magasins. Sur 3 mois de test, il y a dû y avoir 13 connexions sur les bornes en magasin sur 3 mois. Quand on s'est dit, les urgences d'attente, ça peut faire rire. Ça fait pas la moyenne. Non, ça fait rien. Et quand on connaît les budgets associés, c'est juste, bon, on s'est fait plaisir, on est moderne, mais est-ce que ça veut dire ça, être moderne? Je pense pas. Là, c'était un loupé. Donc, pensons toujours à quel besoin pour quelle typologie d'action on met en place. Et donc, on a transformé ça par un outil d'aide à la vente, mais dédié collaborateurs, enfin sur les équipes de vente. C'était ça la finalité. Demain, même si vous avez la commande web en magasin, si vous avez des bornes interactives que vous laissez en destination des magasins, seul, non assisté, pour le client, ça ne sert pas à grand chose, enfin à mon sens. Donc pensons usage.
Alors effectivement, là, c'était dans une partie un petit peu expérientielle. On sait effectivement que dans ce qu'on appelle le digital, la digitalisation in-store, effectivement, seuls seront pérennes ce qui a une utilité en fonction des usages et des besoins du client. Ça, c'est évident. Et au-delà des usages, enfin surtout les usages, parce qu'on parle beaucoup d'expérience client et après je repasse le micro, et n'allons pas sur sur votre gauche là. et n'allons pas dans la surenchère sur l'expérience. Parce que quand on s'enferme dans ce mot ou dans ce but un peu comme le but ultime, on va essayer de s'efforcer d'inventer des choses pour toujours se différencier et être attractif par rapport à une autre enseigne ou à un autre concurrent. L'enjeu n'est pas de créer des expériences pour me créer des expériences. Sinon, au final, il ne se passe rien et vous ne pérennisez rien. L'expérience, c'est bien, mais c'est pas ça qui doit guider l'ensemble de nos actions. Sinon, on risque de perdre de vue le client. Donc, c'est mon autre point de vigilance. Non. Donc effectivement, tout à l'heure, Jérôme, juste un petit mot. Je vous en prie. En effet, l'expérience doit être corrélée aux valeurs de la marque, pour rebondir sur votre point. Et seules les marques qui réussissent, je pense, parmi celles qui réussissent à aligner leurs valeurs avec l'expérience vécue en magasin et telle que laissée dans l'esprit des clients à travers l'ensemble des points de contact, seules celles-ci sont légitimes en magasin et ne surjouent pas. Effectivement, mettre des écrans digitaux partout, ça coûte une fortune. Mettre de l'interactivité dans les vitrines, ça coûte une fortune. Si on est décevant, déceptif à l'intérieur du magasin, eh bien on a tout échoué. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu développer chez Chris par le passé, où le grand enjeu, c'était effectivement dans l'optique de faire rentrer le client, puisque on n'était pas en ligne ou très peu en ligne. N'hésitez pas à mettre votre micro. Pardon, il fallait que le client impérativement passe la porte du magasin compte tenu du taux de fréquence, du taux de visite. Et donc on attirait à tout prix le client avec à l'intérieur parfois une grande déception parce que l'outil de prise de mesure restait un outil complètement archaïque. Donc effectivement, il faut que cette promesse soit respectée. Alors moi j'ai inventé un bon mot qui me fait toujours sourire, au moins ça me fait sourire moi, je ne sais pas si ça va vous faire sourire, je voulais vous le partager. Moi je parlais de l'effet screenwashing, effectivement qu'on peut mettre en parallèle avec l'effet greenwashing, qui effectivement voit aujourd'hui dans les magasins une montée des écrans digitaux et j'ai envie de dire et so what, c'est quoi? Alors justement, pour répondre à cette question, il y a des entreprises américaines qui ont mené beaucoup de digital et beaucoup d'écrans dans les points de vente et sont en train de les supprimer. Voilà. Donc on voit qu'effectivement des ressources financières ont été aux États-Unis. englouties. Voilà. Il est clair que le consommateur, s'il a déjà surfé chez lui, tranquillement dans son canapé, avec son café, en pyjama, il n'a aucun intérêt à venir surfer dans une boutique où il va être debout, il y a des gens qui vont regarder ce qui se passe sur l'écran, donc il n'a pas d'intimité. Donc effectivement, on peut se poser, moi je suis extrêmement réticente par rapport à la digitalisation des points de vente tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. Je pense qu'il peut y avoir digitalisation des points de vente, comme vous le disiez tout à l'heure, s'il y a une utilité, s'il y a un usage. Alors on parle de cabines connectées, on parle de murs digitaux. Je crois que le choix des emplacements et l'intégration dans le parcours de shopping et le parcours de vie, je parle beaucoup de parcours de vie des clients, parce que je suis persuadée que l'omnicanal demain, c'est les points de contact qui va aller vers le client, et non l'inverse. Aujourd'hui, le client va faire ses courses, c'est une corvée, comme il y a 50 ans, faire ses courses, faire la vaisselle, c'était, ou la machine à c'était également une corvée. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les courses vont être de plus en plus allégées, parce que les points de contact vont se rapprocher de nous. De quelle manière, j'en sais rien. Ça sera le petit producteur local, vous aurez commandé vos légumes sur Internet. Eh bien, le lendemain, vous allez les retrouver à la sortie de votre RER ou à la sortie de votre train. On voit bien que c'est lui qui vient vers vous. Donc, on a l'impression d'une forme de libération et je crois beaucoup plus à ce type d'évolution que une digitalisation, entre guillemets, ou à ce que vous appelez du screenwashing dans les points de vente. Oui, alors c'est vrai que là on a sauté quelques étapes, mais c'est pas grave. Par rapport à mon fil rouge, mais c'est pas grave. Je vais m'en débrouiller. Je voulais revenir aussi sur ce que disait Joël, parce que effectivement j'avais dans mes recherches j'ai trouvé des propos de George Blankenship, qui était l'un des concepteurs des Apple Store et qui déclarait en 2012, donc c'est pas forcément récent, enchanter, engager le client en magasin, c'est laisser le online pour des produits ne nécessitant pas grand besoin d'information ou d'engagement. A contrario, le magasin devient un lieu où effectivement on va apporter de l'information et de l'engagement. Et justement, je voudrais rebondir sur Apple et cette notion en magasin d'expérience client liée.
Oui, indéniablement, enfin c'est le sujet d'aujourd'hui. Le client est connecté, il peut faire son achat sur Internet, sur Apple.com ou sur tout autre site. Donc la problématique, c'est comment susciter son envie de venir en magasin. Alors bien sûr, il vient en magasin dans le cadre d'une contrainte, d'une obligation parfois, parce que il est en panne ou parce qu'il est en panne d'inspiration ou d'information. Mais il vient aussi parce qu'il y trouve du plaisir, encore une fois. Il vient parce qu'il va rencontrer des gens, parce qu'une poignée de main vaut souvent mieux qu'une poignée de clics. Il vient parce qu'on a aussi des gens qui qui ont besoin de s'informer, de découvrir des choses qu'ils n'ont pas trouvées sur Internet. Alors après ça, comment est-ce que le online et l'offline fonctionnent? Eh bien, souvent, encore une fois, quand on est cohérent dans le parcours et dans l'information qu'on donne. Et donc tout le travail consiste à updater sans arrêt l'information en ligne en fonction des attentes des clients et de l'expérience qu'on en tire, parce que bien sûr les clients nous disent plus de choses en magasin qu'en ligne, sauf sur les forums en effet. Les employés aussi peuvent être des contributeurs, car les employés sont des clients et des ambassadeurs. C'est un point important à avoir en tête. Et donc, bien, ce jeu d'adaptation permanent entre le on et le off donne cette cohérence et ce confort, cette continuité, ce côté fluide dont on parlait tout à l'heure, qui rassure le client et qui l'ancre définitivement avec la marque et avec son point de vente et qui crée l'envie de revenir. Voilà. À mon sens, c'est vraiment une construction mais une construction qu'il faut voir comme en mouvement. C'est pas une construction définitive comme un immeuble construit une fois pour toutes. C'est une construction qui est en mouvement en fonction des enjeux et des retours clients ou des retours expérientiels de nos employés en magasin. D'accord. Alors, justement, vous vouliez rebondir, Régine, non? Non. Oui, alors moi je travaille beaucoup sur les vendeurs en magasin et je me disais que les vendeurs ils ont été très très oubliés par la multicanalisation des enseignes et des marques. Quand les enseignes se sont mises à implanter un site internet marchand, c'était du multicanal, c'est-à-dire que c'était un site internet qui s'ajoutait finalement au point de vente et chaque canal était géré indépendamment l'un de l'autre. Le problème, ce qu'on n'a pas anticipé, qu'on pouvait absolument pas anticiper, c'est que le client, en allant sur Internet, il a appris plein de choses. Il a appris sur Internet, mais il apprend sur les produits. Ça veut dire que notre client qui est allé sur Internet avant de rencontrer un vendeur, aujourd'hui, on le sait bien, il en sait autant que le vendeur, voire plus, et il n'hésite pas à défier le vendeur sur son propre terrain, ce qui est extrêmement désagréable pour les vendeurs. Donc la question qui se pose, c'est aujourd'hui comment réinventer le métier de vendeur face à des clients hyper connectés. Le vendeur a-t-il encore sa place? Moi, j'en suis persuadée plus que jamais. Et dans ces cas-là, comment réinventer un parcours qui a déjà été entamé par le client tout seul sur Internet et qu'il doit poursuivre avec lui au sein du point de vente? Alors, on a fait des visites mystères récemment puisqu'on a équipé, je ne vais pas citer le magasin, certains vendeurs ont été équipés de tablettes qu'ils ont mis autour du cou. On a fait des visites mystères pour essayer de voir s'ils avaient tendance à dégainer les tablettes, même si on leur demande, les tablettes ne servent à rien. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le vendeur nous a proposé, même à notre demande, de surfer avec lui sur une tablette. Donc on voit que l'équipement, c'est la même chose que la digitalisation des achats. Ça peut être un atout pour un vendeur, encore faut-il qu'il sache s'en servir et qu'il voit comment s'en servir pour apporter une valeur ajoutée dans l'accompagnement virtuel avec son client. Alors là, je crois que Sandrine va pouvoir vous répondre. Justement, où je pense que Top Office a apporté, via la digitalisation dans la relation client, un exemple concret. On a développé, il y a un mois de ça, la volonté pour répondre aux besoins de digitalisation de l'équipe de vente. Certes, il y a la formation, mais il y a surtout donner du sens, toujours expliquer pourquoi on lance ce genre de choses dans les projets. C'est important parce qu'il faut les embarquer avec nous dans l'aventure, sinon on vous les laisse au bout du bout et ça fonctionne pas et vous serez en rupture totale. Après, il y a un deuxième point, je sais pas si c'est le lieu du débat ou pas, sur le chiffre d'affaires généré via les opérations e-commerce et les opérations au magasin. Ça aussi, c'est un frein, mais je pense pas que ce soit le lieu du débat pour en parler. Mais c'est un accélérateur pour faire avancer vos points de vente vers la digitalisation et vos équipes. Le mécanisme cross-canal fait partie complètement. C'est-à-dire que si vous commencez une action online, il faut qu'elle se continue dans l'offline. Il faut. Dans l'absolu, il n'y a jamais rien qui est obligatoire, mais dans l'absolu, en ayant toujours le besoin du consommateur de pris du point A livrer jusqu'au point B, après à voir quelles sont les étapes, oui, c'est la meilleure cohérence.
Mais après, la répartition des hommes et des moyens et des équipes est complètement à revoir aussi. Il suffit pas de dire demain je me digitalise pour que ça y est, vous soyez digitalisé. Il y a toute une mutation à percevoir dans les entreprises et ça va aussi bien au niveau des équipements techniques qu'au niveau des hommes. Mais on s'éloigne de la question que vous m'avez posée par rapport à la technique qu'on a mis en place, la solution de relation client qu'on a mis en place complémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Top Office, depuis sa création, son leitmotiv, dans son ADN, c'est la relation client. Je sais, ça fait sourire, vous allez dire oui, comme toutes les anciennes, forcément, heureusement qu'on n'oublie pas le client. Peut-être que nous, c'est vraiment dans notre ADN, mais je peux vous promettre que dans certaines anciennes, ça a peut-être été oublié. D'ailleurs, on est obligé d'aujourd'hui de redire, on remet le client au centre de nos actions. Tant mieux pour le Je vous client. coupe 2 secondes, vous avez une particularité quand même intéressante en tant que retailer, vous vous adressez vraiment à des professionnels et à des particuliers. Et à des particuliers, Vous on a faites une vraiment cette double casquette. typologie de clients qui est comme, mais bon, qui est pas forcément liée aux besoins de ce pourquoi on a développé la solution, mais on a une double relation client. Et on parlait tout à l'heure de la proximité. Moi, quand je suis arrivée chez Top Office, quand on intègre une nouvelle enseigne, on va voir un peu ce qui se passe en magasin. Donc je suis allée découvrir les magasins et les équipes magasins. Et quand on parle de relation client, je me suis vraiment pris une belle claque en arrivant, une vraie surprise, parce que je suis arrivée, j'étais en magasin, sur l'espace de vente, j'accompagnais un client, il s'en va, un autre client attendait derrière moi, et je lui dis, je peux vous accompagner sur votre besoin. Il dit, non, je regarde. Bon, je le laisse regarder. Et en fait, il n'avait pas besoin de regarder quoi que ce soit, il attendait le vendeur qui était occupé derrière moi avec un autre client. Ce client s'en va, je vois celui à qui je venais de m'adresser qui m'a dit non, je regarde. Il est allé derrière moi voir le vendeur en disant bonjour Yannick, comment vas-tu, je reviens la dernière fois, le produit que tu m'as vendu c'était génial. Par contre, je me suis dit ok, ça c'est la relation client. Le mec il vient, il attend d'avoir son vendeur disponible pour lui serrer la main et revoir son historique d'achat avec lui. Donc ça c'était déjà des choses qu'on pratiquait chez Top Office. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est aller encore plus loin dans la relation client et apporter via les iPods et une solution Supplé qui nous a accompagnés sur la solution qu'on a mis en place. En instantané, nos forces de vente a accès à l'historique de chacun de nos clients qui vient en magasin, pour ceux qui sont cartés. Je sais ce qu'il a acheté, je sais ce qu'il aime bien, je sais ce qu'il n'aime pas, je sais où il y a eu des problèmes, je sais où il faut que je pousse tel ou tel produit, et je sais aussi en même temps, en fonction des produits que j'ai et des comparateurs de produits associés à celui qu'il recherche, lui proposer la solution adaptée ou lui proposer d'autres solutions. Donc là, on répond à partie à ses besoins de est-ce que je connais l'ensemble de la gamme, est-ce que je connais l'ensemble des contraintes techniques liées au produit sur lesquelles le client peut venir me challenger. Et en même temps, ce qui est important, c'est que vous n'avez aucune rupture dans l'échange que vous avez en instant T avec votre client. Il vous pose une question sur X ou Y, vous n'êtes pas en train de dire attendez, je vais me renseigner auprès de mon collègue ou attendez, je vais aller voir. Vous avez la réponse en instantané. Donc vous avez toute la matière, toutes les données pour pouvoir poursuivre la relation client sans rupture et en immédiateté. Donc ça, c'était la volonté qu'on avait développée. Et après, pour tout ce qui est l'aspect CRM, on peut encarter en direct, on peut voir le cumul de points, y pousser des offres produits en instantané. Donc une très belle solution qu'on a développée depuis un mois sur nos espaces de vente en test. Et nous, on n'est pas parti sur des grands formats, on est parti sur des iPods volontairement parce que c'est plus accessible aussi, on pense à nos équipes de vente quand même. C'est accessible, c'est pratique, c'est assez maniable et on n'a pas la rupture qu'il peut y avoir avec l'écran entre le client et l'équipe de vente. Voilà ce que nous on a développé aujourd'hui, entre autres, dans la digitalisation du point de vente. Comme on parle iPod et petits objets connectés, je voudrais pas quand même qu'on termine cette keynote sans parler du rôle du mobile. Est-ce qu'aujourd'hui le mobile c'est justement le trait d'union entre le e-commerce et le retail? Qui veut répondre à ça? David, je vous sens en verve. Pas plus que ça. On ne se serait pas tous lancés dans du responsive design, on ne se serait pas tous lancés dans la rationalisation des pléthores d'applications mobiles qu'on pouvait tous avoir pour essayer d'y mettre au centre de la fidélité, en effet, renvoyer des fonctionnalités de clienteling sur les points de vente pour améliorer justement la reconnaissance du client et en effet c'est le mobile qui a ringardisé, déjà les bornes, je suis complètement en phase, c'était une énorme ineptie, ça a fait le bonheur des marchands d'écran. Et oui, mais oui, l'enjeu il est là. Après c'est un autre enjeu, c'est qu'il faut être téléchargé, il faut faire de la rétention, il faut apporter du contenu, il faut
pousser de la notification, et ça c'est fondamentalement très très différent de tout ce qui a été pratiqué. Le mobile induit un marketing one-to-one, obligatoirement. Si on part dans le mobile pour faire du CRM et du mass market massif, je veux dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc le mobile à sa mesure, si c'est vu simplement comme ouais super, j'ai mon app et j'ai mon président ou mon shareholder qui va être content, non. C'est une transformation profonde de la lecture du CRM et de dire ouais voilà, application mobile, marketing one-to-one. Si on n'est pas capable d'y aller, là on va y perdre beaucoup d'argent, encore une fois. Et de toute façon, on sait qu'aujourd'hui 55% des Français sont possesseurs de smartphones. On sait déjà que, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est 74%. Et dans des pays comme les États-Unis, effectivement, le taux d'équipement est très important. On peut imaginer que ce taux ne peut que grandir et les usages aussi. Regardons en effet ce qui se passe en Chine ou en Inde, qui sont des marchés volumiques, bien sûr. Je lisais un article récemment sur Alibaba et PTM, l'équivalent d'Alibaba ou d'Amazon en Inde. Qui sont des pays où le commerce est à 80% sur mobile pour des consommateurs qui ne se connectent jamais de la maison, puisqu'ils n'ont pas de desk ou de Mac. Donc en effet, c'est de là que viendra la révolution et les applications, les plateformes, qu'elles soient de paiement ou commerciales, les marketplaces, seront développées principalement sur mobile, bien sûr. Donc, et ils risquent de nous ringardiser, du coup, si on ne le fait pas nous-mêmes, et ringardiser le commerce physique, bien sûr. Bien sûr. Mesdames et messieurs, les ateliers conférences de 14h45 vont commencer dans quelques minutes. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche de terminer. Non, mais juste un petit mot justement en conclusion sur le mobile. C'est vrai que on parlait tout à l'heure du fait que les big data allaient permettre de pousser l'information et le produit vers le consommateur plutôt que chercher à l'attirer vers nos sites web ou vers nos magasins. Le mobile, c'est vraiment l'outil qui permet de faire ce push par les notifications, par les SMS, etc. Et là, on est du coup sur un consommateur qui est, grâce au Web 1.0, il a été un consommateur informé. Il a pu chercher de l'information sur les produits qui l'intéressaient. Avec le Web 2.0, les réseaux sociaux, c'est un consommateur qui est en réseau, qui est prescripteur, qui est dans la recommandation. Avec le mobile et les data, c'est aujourd'hui un consommateur augmenté. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de centrer effectivement toute la réflexion du parcours client autour de ce consommateur. Et donc, le mobile, il a une place de choix puisqu'il fait effectivement ce lien entre le magasin, la vie physique et la vie virtuelle. Alors justement, si on fait une dernière question plutôt de prospective, est-ce qu'on peut penser demain que effectivement, comme on l'a laissé sous-entendre tout à l'heure avec Joël, on n'aura plus besoin d'aller en magasin, on passera par les réseaux sociaux avec un bouton qui s'appellera One Click to Buy. On achète via Facebook, on achète via Twitter et il n'y a plus besoin de magasin. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être projectivé dans le futur ? Alors là, on a fait une étude justement vous retrouverez sur le site Bolero sur le paiement sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, les internautes sont extrêmement circonspects. La communauté technophile soutient l'idée, l'innovation, mais la sécurité est présente dans 40% des débats et avec des tonalités extrêmement négatives à hauteur de 90% sur Facebook, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt par rapport aux enjeux de sécurité, propriété des données, mais c'est aussi parce que Facebook et Twitter ne sont pas perçus comme un lieu de concrétisation de l'achat pour l'internaute. C'est un lieu de passage, de recommandation éventuelle, mais pas de finalisation du parcours. Donc pour l'instant, pour eux, c'est pas naturel, mais je suis d'accord avec vous, c'est le sens de l'histoire. D'accord. Et alors donc en fait, on pourra conclure en disant que finalement, ce mobile va nous permettre finalement d'avoir une vue sur le parcours client one-to-one. David Legrand, ce mobile finalement, tout à l'heure on essayait un peu de dire quel est le parcours client et aujourd'hui ça va peut-être être le Graal. C'est le Graal. C'est le Graal, mais je vais plutôt revenir à la question précédente. Mais je ne vais pas l'éclairer sous l'angle la techno, l'expérience. Malheureusement, c'est une logique économique. Ce qui pèse le plus dans un compte d'exploitation d'un magasin, c'est son loyer, c'est pas ses frais de personnel. Et aujourd'hui, parce que les bailleurs ne veulent pas
reconnaître qu'il y a une chute et une attrition du trafic, ils ne baissent pas leur loyer. Donc mécaniquement, on ferme des magasins. Et n'allez pas vilipender les grands distributeurs qui malheureusement doivent fermer des magasins. Ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent sauver leur commerce que de fermer des magasins. Donc mécaniquement, les plus petits magasins vont fermer. Et mécaniquement, ce que vous allez voir arriver, ce sont des commerces moins chers, en périphérie, des lieux de divertissement on peut l'espérer pour les consommateurs, dans la mode, dans la technologie. On parle de retailtainment, c'est exactement, ça mais le processus est inéluctable et il ne vient pas exclusivement de la technologie. Le modèle économique des 10 dernières années a vécu, c'est un nouveau modèle qui est en train de se construire, avec des scories économiques qui sont là et qu'il faut supporter. Et j'insiste, vous allez voir un très très grand nombre de magasins fermés, tout simplement parce que économiquement, on ne peut pas les supporter, tout simplement. Voilà. C'est holistique là ce que vous venez de nous dire en fait. Hein. C'est l'ensemble, tout se tient et tout est lié. Alors moi j'aurais tendance à dire, je comprends le problème de l'exploitation de l'entreprise, hein, mais j'ai l'impression que ça va à contresens effectivement des attentes des consommateurs. Les consommateurs, à force de passer des heures sur leurs écrans qui sont froids, digitaux, eh bien en fait ils recherchent autre chose et je pense qu'ils vont rechercher de plus en plus autre chose. C'est de la relation avec d'autres gens et la vraie valeur c'est là où c'est rare, comme c'est de plus en plus rare, c'est ce qu'ils vont rechercher et ils vont rechercher la proximité. Donc je suis pas sûre qu'on sera prêt à faire des kilomètres pour retrouver un grand magasin digitalisé avec personne dedans où ça sera froid et aussi froid que notre ordinateur. Enfin les signaux qu'on... Ouais, mais non, bien sûr, je me doute, mais je le sens. Oui, même s'il n'est pas froid, le fait qu'il soit grand fait qu'on sera peut-être moins reconnu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en termes de proximité. Est-ce qu'on arrivera à recréer cette proximité, même si elle est une proximité perçue, quoi? Juste un point, c'est évident, il y aura un paradoxe à résoudre qui sera de se faire livrer son pantalon Bonobo dans un petit casino en point relais. En effet, se le faire livrer dans un magasin Bonobo ou dans un magasin du groupe fera davantage de sens. Sandrine, ça va être le mot de la fin. Hein. Non, et juste aussi par rapport au... Je suis d'accord avec ce qu'on se disait par rapport à la problématique économique qui est liée déjà aux bailleurs, si on parle purement de loyer, qui est liée à la problématique économique de rentabilité d'un site e-commerce par rapport à tout un parc réseau magasin. Certes, c'est un arbitrage économique qu'on doit tenir en compte. Après, on parlait du mobile. Au même titre qu'un magasin, c'est un point de contact qui correspond toujours à une condition d'achat de nos clients. Je reviens à la même chose que tout à l'heure, pensons aux usages et au fonctionnement de nos clients. Pourquoi on va de plus en plus vers le mobile? Parce que nos clients, les métiers de nos clients, la vie de famille de nos clients évoluent dans des conditions de mobilité de plus en plus fortes et de plus en plus rapides. Le mobile est une fenêtre qui répond à une condition d'achat en temps réel de nos clients. Il est adapté. Les magasins, je pense qu'ils continueront d'exister, et je nous souhaite vraiment, et ils répondront à un autre besoin, à une autre condition d'achat d'une autre typologie de clients. Les grands formats, comme on les connaît, peut-être qu'ils n'existeront plus tels qu'on les connaît. Les commerces de proximité, je pense qu'ils ont tout intérêt à continuer. Des nouveaux rôles. Mais ils vont devoir se réinventer, et on peut citer, un dernier exemple que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était Fil d'Art pour pas les citer. Il s'était lancé un moment dans le prêt-à-porter, et parce que plus personne ne tricotait, vu qu'on achetait des pulls, donc il a dit il faut que je me réinvente. Je fais quoi? Je fais en plus du prêt-à-porter, et finalement ça ne correspondait absolument pas à ses clients. On n'attend pas Fil d'Art sur du prêt-à-porter. Donc ils nous ont recentré sur leur cœur de métier qui était le fil à tricoter, en mettant des nouvelles matières, des tutoriaux, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Et le point de vente s'est réinventé autour de ça, et j'ai trouvé ça très malin. Donc c'est des choses comme ça. Le point de vente se réinventera également, mais je pense qu'il existera encore. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Si vous le voulez bien et si tout le monde en est d'accord, on va conclure sur, je ne peux pas dire mieux, ce que vous venez de dire, Sandrine. Effectivement, on est à l'aube d'une nouvelle ère d'hybridation du retail et puis de réinvention du retail. Et si vous êtes passionné par le sujet, je pense qu'on pourra en reparler lors du Web to Business en début d'année. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence et merci à tous nos participants de ce riche débat.